Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre dernier atelier sur l'adaptation au changement climatique en Île-de-France. Vous êtes aux assises de l'adaptation au changement climatique du Conseil régional d'Île-de-France et notre atelier qui termine cette belle journée se focalise sur comment les entreprises et l'économie au sens large appréhendent cette question d'adaptation au changement climatique. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau Yann Verling, vice-président de la région en charge de la transition écologique, du climat, de la biodiversité, mais aussi Nathalie Lemaître, qui est déléguée territoriale RTE, Île-de-France, Réseau Transport Électricité, Pauline Jacquemart, directrice RSE et Innovation à Rungis, en visio, Monsieur Daniel Weissmann, président du MEDEF Île-de-France, Monsieur Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France, donc le MEDEF et la CPME, et Eric Marty, managing partner d'Emeter. Et enfin, en visio également, merci à Vincent Gaulin, directeur du département économie à l'IPR, l'Institut Paris Région, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec Yann Verling qui va nous parler de cette adaptation au changement climatique du monde économique en Île-de-France. Oui, merci, merci Henri et j'excuse Alexandra Dublanche qui est ma collègue vice-présidente en charge des questions économiques à la région Île-de-France qui n'a pas pu se libérer. Je vais dire quelques mots sans avoir sa compétence sur ce sujet pour dire que cette table ronde qui porte sur l'adaptation au changement climatique dans le monde économique, on sera très, très curieux et très, très intéressé par les interventions des différents intervenants parce que du côté de la région Île-de-France, évidemment, on sait que le monde économique, c'est depuis longtemps maintenant mis sur les questions de transition écologique, tant sur les questions d'adaptation, d'atténuation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'impact carbone, peu à peu d'impact biodiversité aussi, mais que la question de l'adaptation est peut-être encore pas suffisamment aujourd'hui appréhendée et portée, mais enfin on le verra dans les différentes interventions. Et précisément, nous, ce qui nous préoccupe au niveau de la région Île-de-France, c'est d'identifier comment la région en tant que porteur des questions de développement économique au niveau de la région peut accompagner les entreprises dans cette situation aujourd'hui de changement climatique, dans des enjeux de poursuite d'activité tout simplement par moment, s'il y a des phénomènes de canicule, s'il y a des phénomènes d'inondation, s'il y a des phénomènes un petit peu plus lancinants sur les impacts que peuvent avoir les impacts pour les entreprises qui ont peut-être des difficultés sur les ressources dont ils ont besoin, sur les réseaux aussi, parce qu'on sait qu'on peut avoir des impacts sur les réseaux, que ce soit les réseaux électriques, les réseaux en eau, aussi des impacts sur les infrastructures. Tout ça peut impacter évidemment l'économie. Donc c'est des points qu'il faut qu'on puisse identifier rapidement. Il peut y avoir des impacts sur les ressources humaines aussi, bien évidemment, dans certains phénomènes climatiques. Et plus globalement, puisque tout ça est quand même très connecté, l'Île-de-France est forcément, comme beaucoup de régions dans le monde aujourd'hui, bien sûr très connectée au monde, ça peut avoir les changements climatiques ont un impact sur les marchés. Donc c'est tout ceci peut jouer. Donc voilà, on a de ce point de vue-là, nous identifier qu'il va falloir certainement dans les semaines et les mois qui viennent accroître les résiliences du monde économique francilien dans le domaine. Dans beaucoup de domaines, on imagine que c'est vrai dans le domaine des réseaux, que c'est vrai dans le domaine des transports, que c'est vrai dans le domaine du BTP, du tourisme, de l'agriculture, on l'a vu à l'instant, et de la forêt et du bois, des assurances aussi, hein, dans le domaine de la finance et de l'assurance. On sait que d'ores et déjà, il y a une prise en compte des phénomènes climatiques qui est accrue. Donc tout cela, j'espère que nous l'aborderons autant que possible dès aujourd'hui pour anticiper la suite. Merci. Merci Yann Verling. Je me tourne directement vers Nathalie Lemaître, déléguée territoriale RTE Île-de-France. Donc comment vous appréhendez et trouvez les solutions sur l'adaptation au changement climatique? C'est quand même un sujet très important pour, si je puis dire, un peu une colonne vertébrale du système électrique français, hein, RTE, mais en Île-de-France aussi extrêmement important. Vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup et merci au Conseil régional et Monsieur le Vice-président pour votre invitation à participer à cette journée. Alors RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité. On a deux grandes missions.
acheminer l'électricité des lieux où elle est produite vers les lieux où elle est consommée. Dans le cas particulier de l'Île-de-France, vous savez que la région produit localement 5% de l'électricité qu'elle consomme. Donc c'est via le réseau de transport d'électricité qu'on approvisionne en électricité 95% de l'électricité qui est consommée. Donc c'est bien une infrastructure vitale, d'importance vitale pour la région. Et à ce titre, nous sommes pleinement mobilisés pour que, y compris dans les périodes de dérèglement climatique, les périodes telles que des crues ou des épisodes de canicule, cette infrastructure puisse continuer à rendre les services qu'elle doit, et qui sont essentiels pour l'activité économique de la région. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est que nous réalisons pour l'ensemble des producteurs et fournisseurs français l'équilibre en temps réel entre la production et la consommation d'électricité. Et ça aussi, c'est une activité qui est impactée par les phénomènes tels que les crues et les canicules. Je vais rentrer dans le détail. Et donc, c'est pourquoi nous, dans nos activités quotidiennes, nous préparons, nous avons intégré cette nécessité de nous adapter au changement climatique. Alors, quels impacts peuvent avoir des épisodes comme des canicules sur la consommation et la production d'électricité ? Vous savez qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité, elle a atteint ses pics pendant la période hivernale, principalement à cause du chauffage électrique. Et donc, si on se projette sur des années où les températures vont se réchauffer, on s'attend, à contrario, à une augmentation des consommations d'électricité pendant l'été, tiré par le développement de la climatisation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on anticipe dans nos prévisions. Autre effet du réchauffement climatique, cette fois-ci sur la production. Le réchauffement climatique et des épisodes de forte chaleur et de sécheresse peuvent entraîner une limitation de la disponibilité des moyens de production, notamment parce que ça limite les capacités de refroidissement de certains sites de production qui sont refroidis par des fleuves, et donc lesquels fleuves ont des débits moindres en période de sécheresse ou de canicule. Donc, c'est pourquoi les périodes d'été peuvent être contraintes aussi sur l'équilibre entre production et consommation d'électricité. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, RTE réalise des études prévisionnelles qu'on appelle passage de l'été, sur lesquelles on se projette sur la façon dont l'équilibre entre production et consommation d'électricité serait assuré en cas de canicule, en cas de sécheresse. Voilà, pour en revenir à nos infrastructures et aux effets du changement climatique sur nos infrastructures, en cas de canicule, ce qu'on redoute, c'est la limitation des capacités de transit de nos lignes, parce que vous savez qu'une ligne électrique, elle s'échauffe. Plus il y a d'électricité qui circule dedans, plus elle s'échauffe, donc il y a besoin de la refroidir. Et en période de canicule, on n'a plus cette capacité de refroidissement, ou moins, et donc on est obligé de limiter l'électricité qui circule dans nos lignes. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel on se prépare. Et puis, le phénomène majeur lié au changement climatique auquel on se prépare, ce sont les crues. Et là, ce qu'on redoute, ce sont des crues qui viendraient à inonder un certain nombre de postes électriques. Donc, on a fait des études aujourd'hui qui montrent qu'en cas d'une crue centenale, on aurait une dizaine de nos postes qui seraient concernés, c'est-à-dire qui pourraient être l'objet d'inondations. Et en cas de crue semi-milléniale, ce qu'on appelle le niveau 1.15, là, c'est une vingtaine de postes qui seraient concernés. Donc là, on a un gros programme d'investissement pour mettre ces postes à niveau. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. On a des réponses qui sont des appareils de protection contre une crue. Donc, on met des portes étanches, on met des pompes, on met des aquabarrières, etc. Donc, tout ça, c'est des réponses de court terme. Mais à plus long terme, on fait des travaux pour rehausser dans nos postes les matériels qui seraient empêchés de bien fonctionner s'ils étaient inondés. Et ça représente un programme d'investissement de 30 millions d'euros d'ici à 2030.
Et puis pour tous les postes nouveaux qu'on construit ou les postes qu'on doit reconstruire parce qu'ils arrivent à leur échéance de renouvellement, à ce moment-là, on les construit d'emblée en les rendant résilients à une crue de niveau 1.15. Merci beaucoup, Madame Lemaître. J'ai un petit mot juste de conclusion, excusez-moi. Excusez-moi. Juste, puisque vous nous avez posé la question, quelles attentes on pouvait avoir de la région ou ce que la région pouvait apporter aux acteurs comme RTE. Je crois que tous ces investissements ou tous ces projets dont j'ai parlé, ils ont de sens que s'ils sont considérés de façon systémique, c'est-à-dire que si on considère l'impact d'une crue sur un poste électrique, c'est intéressant aussi de voir ce que un dysfonctionnement ou une panne de ce poste électrique aurait comme conséquence et de traiter aussi, de traiter la situation et la résilience à la crue dans son ensemble. Et là, un organisme comme le Conseil régional peut tout à fait avoir un rôle d'ensemblier qui permet de flécher les investissements de façon optimale. Et puis, dernier mot de conclusion pour dire que pour le réseau de transport d'électricité, l'adaptation au changement climatique, donc c'est un enjeu. On a un autre gros enjeu, c'est l'atténuation du changement climatique. Et avec l'abandon des énergies fossiles, on s'attend à une électrification très forte des usages, une augmentation de la consommation d'électricité de 35% dans notre scénario de référence à échéance de 2050, ce qui veut dire développer, adapter notre réseau pour raccorder des nouveaux consommateurs, raccorder des moyens de production renouvelables. Et ça veut dire aussi des investissements d'une part et un appui des collectivités pour que ces nouvelles infrastructures soient acceptées et correctement développées dans les bons tempos. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est important, c'est le moment de faire vos propositions. Je tiens à rappeler aussi, si vous nous suivez en ligne, vous pouvez envoyer vos propositions à la région, au conseil régional, à Assise Climat, tout attaché et assise au pluriel, @île-de-france.fr pour participer à cette concertation qui n'est toujours pas terminée et qui alimente le plan régional d'adaptation au changement climatique. Pauline Jacquemart, vous êtes en ligne avec nous, directrice RSE et innovation à Rungis. C'est un poids important que Rungis joue dans le système alimentaire français, mais aussi à l'international. Comment vous appréhendez et essayez de répondre à ce défi de changement climatique en termes d'adaptation? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On ne vous entend pas encore. C'est bon, c'est parfait. C'est bon? Oui. Okay, super. Donc déjà, merci pour la sollicitation et merci pour l'invitation et d'avoir pensé au marché de Rungis pour répondre justement à tous ces défis. Quand on nous a sollicité, moi, la première remarque que j'ai fait, je reviendrai après sur qui on est, c'est l'adaptation au changement climatique, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la priorité et le focus est-il fait au niveau des entreprises sur ce sujet-là? Moi, je travaille pour donc la Cemaris, qui est la société gestionnaire du mine de Rungis, qui agrège environ 1200 entreprises. Et pour être tout à fait honnête, le sujet carbone, ça fait à peine 2 ans que ce sujet est vraiment sur la table et en échange et en discussion avec les entreprises du marché. Et le prisme qui est fait quand on échange avec ces entreprises et nous-mêmes en tant que PME, c'est tout d'abord les sujets d'atténuation, avant même de parler d'adaptation. Et les sujets d'adaptation sont des sujets qui reviennent de temps à autre sur la table, mais qui ne sont pas du tout des enjeux qui sont aujourd'hui pris en compte à l'échelle des PME et des TPE avec lesquels on échange au quotidien. Et on a assez peu d'échanges sur ce sujet spécifique. Et on se concentre principalement aujourd'hui sur l'acculturation de nos entreprises et sur l'acculturation même en interne, sur les sujets de décarbonation. Qui nous paraissent être prioritaires avant même de parler d'atténuation. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on perçoit les échanges avec nos entreprises et avec les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. Sur les sujets d'adaptation, puisque forcément, j'ai réfléchi un peu au sujet en me disant qu'il faut quand même qu'on ait des choses à raconter sur ce sujet-là. On a déjà identifié des enjeux qui vont être liés à la production agricole, donc la partie amont de la distribution sur le marché d'Rungis. On va avoir, nous, des sujets, bien évidemment, sur les enjeux de froid. Le marché d'Rungis, c'est 234 hectares sous froid. Donc, il y aura un sujet d'adaptation des infrastructures de froid qui, aujourd'hui, ne sont pas en capacité de résister aux fortes chaleurs ou tout
du moins sur une durée trop longue, et on aura des enjeux de ressources en eau. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas du tout l'urgence identifiée. Je ne dis pas que ce n'en est pas une, mais ce n'est pas du tout l'urgence identifiée du côté des entreprises et des PME avec lesquelles on travaille. Et je passe beaucoup plus de temps à leur expliquer le sujet carbone, les enjeux carbone, comment travailler sur une stratégie de réduction carbone, que de parler des sujets d'adaptation, ce qui peut paraître étonnant puisqu'on est sur des structures et des PME liées à l'univers alimentaire. On l'a vu avec la table ronde précédente, il va y avoir un impact du changement climatique sur la production agricole, mais ce n'est pas encore aujourd'hui identifié comme une urgence côté entreprise. Merci. Je n'ose pas vous couper, vous étiez terminé. Super, merci Madame Jacquemart. Et aussi pour l'honnêteté sur l'appropriation de l'entreprise et de la plateforme de ces questions environnementales, sociétales. Et on vous encourage dans cette action de commencer à travailler sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et ce volet carbone, comme vous l'avez bien dit. Daniel Weissmann, vous êtes président du MEDEF Île-de-France. Donc ça rassemble beaucoup de dirigeants d'entreprises et donc en tant qu'acteur économique très légitime, c'est important de vous avoir dans cette discussion sur l'adaptation au changement climatique du monde économique. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Déjà, la première chose, c'est que ce que les entreprises peuvent attendre des décennies à venir, c'est beaucoup d'inquiétude. Et je voudrais là-dessus peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail un petit peu après. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a conscience qu'on nous annonce un climat qui sera d'ici 20-25 ans le climat de la région de Cordoue en Andalousie. Donc, on imagine ce qui nous attend devant nous. Il est clair aujourd'hui qu'on peut considérer aussi que la canicule de 2003 va devenir la norme. Et si les gens se rappellent de ce qui s'était passé en 2003, ça peut être vraiment inquiétant. Donc je vais vous faire grâce de toutes les études sur lesquelles le MEDEF travaille depuis déjà de nombreuses années sur ces sujets-là. Mais ce qui est certain, c'est que en ce qui concerne la région Île-de-France, le secteur tertiaire représente 87% de la valeur ajoutée de la région. Donc on voit bien que la problématique à laquelle on va être confronté sera dans ce secteur-là, le secteur tertiaire. Donc, je parle bien évidemment des activités de bureau, des activités commerciales qui vont être les plus impactées, et notamment en période de canicule, comme je viens de le dire. La région Île-de-France est très particulière, c'est pas la région que je vais l'expliquer, et notamment en matière de transport, on sait très bien que les transports ferroviaires pourront rencontrer de grosses difficultés en période de canicule. Ce que l'on sait aussi, je voudrais vous donner un chiffre, c'est qu'une étude avait été menée en 2003 au moment de la canicule et il avait été prouvé que la baisse de la productivité des salariés en entreprise avait été significative puisqu'elle avoisinait les 5% de baisse de productivité. Donc tout ça est quand même très inquiétant et notamment pour les petites entreprises, comme l'a expliqué Madame Jacquemart, mais je voudrais revenir là-dessus. En fait, il faut qu'on différencie deux approches, celle des grandes entreprises et puis celle des petites et moyennes. Parce qu'à mon avis, ce sont deux problématiques vraiment très distinctes. Pour être synthétique, vous dire que les grandes entreprises se préparent. Pour certaines, elles sont prêtes d'ailleurs. Et puis pour les petites et moyennes, comme le disait Madame Jacquemart, c'est vraiment de l'adaptation au fil de l'eau. Et c'est ce qui est un petit peu inquiétant, et je vais revenir un petit peu là-dessus. En ce qui concerne les grandes entreprises, il est évident que la majorité, et vous savez qu'en Île-de-France, on héberge beaucoup de sièges sociaux, beaucoup de grosses entreprises. Ces entreprises-là sont tout à fait conscientes des enjeux climatiques, travaillent dessus pour certaines depuis de nombreuses années, ont établi des plans stratégiques, des plans d'investissement même dans certains domaines d'activité. Et on voit dans à peu près 30% de ces grandes entreprises des directions du développement durable, ou en tout cas assimilées, qui sont en place, qui sont actives et qui travaillent sur l'avenir en fait. Donc beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont commencé à mettre en place des dispositifs qui préfigurent de ce qu'on va vivre d'ici quelques décennies, notamment sur des plans d'investissement, sur des climatisations, mais de façon beaucoup plus
basiques, et on l'a vu pendant la pandémie, on a travaillé d'ailleurs nous-mêmes, le MEDEF a travaillé avec la région sur ce sujet-là, sur des horaires décalés, pour que les gens puissent venir à des heures où la chaleur sera moins intense, et puis bien évidemment le télétravail. Je voudrais vous donner un exemple très concret aussi de systèmes d'alerte qui ont été mis en place. Je voudrais prendre l'exemple de Vinci, par exemple, qui maintenant intègre dans ses enjeux stratégiques toutes les événements climatiques majeurs. En 2016, il y a eu des pluies torrentielles sur Paris, et elles se sont abattues notamment sur la A10. Et la A10 a été fermée pendant 10 jours à l'époque, on ne s'en rappelle pas, mais ça avait été le cas, parce que les infrastructures n'avaient pas absorbé, je dirais, cet épisode climatique. Et donc depuis, Vinci a travaillé sur un plan qui permet de travailler sur tous ces enjeux-là, et ont cartographié l'ensemble des autoroutes arrivant sur l'Île-de-France pour pouvoir éviter ce qui est arrivé en 2016. Donc, les grandes entreprises, ils sont sur la balle, comme on dit. Les petites entreprises, c'est, comme l'a dit Madame Jacquemart, et je vais paraphraser ce qu'elle a dit, ça n'est pas une priorité. Elles réagissent quand elles sont confrontées à des vagues de chaleur, par exemple avec des achats de climatiseurs ou de ventilateurs, mais sans véritablement anticipation ou planification. Donc, la réalité, c'est que je pense que l'enjeu pour les années à venir va se porter sur les PME, PMI, les ETI, les commerçants aussi, parce que c'est là qu'on voit vraiment une impréparation qui pourrait porter à préjudice si on n'anticipait pas. Alors, les enjeux, pour moi, en ce qui concerne l'accompagnement sur ce sujet-là, va tourner autour des investissements sur les climatisations, parce que, comme je vous l'ai dit, on parle de beaucoup de bureaux en Île-de-France, pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites et moyennes. L'enjeu, c'est véritablement d'aller sur des technologies qui vont permettre de ne pas être trop consommateurs, et notamment sur des systèmes de climatisation diurne, avec des coûts d'électricité qui seront faibles, du fait d'une production photovoltaïque qui devrait normalement, en 2030, enfin d'ici 2030, être assez importante. Donc on voit qu'il y a aussi des techniques alternatives qui vont permettre cette adaptation. Mais encore faut-il s'y mettre maintenant pour préparer 2030 et bien sûr ensuite. Pour ces petites et moyennes entreprises, il va falloir, je pense, aussi travailler, et ça, ce qu'on attend de la région, c'est aussi de faciliter les autorisations d'urbanisme, alors avec bien sûr les collectivités locales, pour l'installation de climatisation, accélérer le déploiement, le développement des réseaux de froid urbain, notamment dans les centres-villes, pour éviter la désertification finalement des centres-villes. Et l'autre enjeu concerne les aménagements urbains, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être aussi extrêmement important pour préserver l'attractivité des centres-villes, qui sont clairement menacés par ces phénomènes qu'on appelle les îlots de chaleur urbain, les ICU, qui sont très importants. Et avec l'élévation de la température, de l'air et des surfaces, ça va être une véritable problématique pour les centres-villes, et notamment en période de canicule. Donc c'est un enjeu clé pour nous, et l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de maintenir les activités commerciales et touristiques, notamment en Île-de-France, comme vous le savez, qui sont très importantes. Alors tout ça passera aussi par de la végétalisation, de la présence d'eau avec des fontaines, des jets d'eau qu'on voit dans certaines villes aujourd'hui, mais aussi travailler avec les entreprises du TP et du BTP sur l'utilisation de matériaux limitant l'absorption, par exemple, de rayonnement solaire sur les voiries, sur les façades, et puis peut-être aussi travailler sur les peintures avec des revêtements de couleurs plus claires. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en citer beaucoup, mais je pense que les entreprises, notamment les grands groupes, sont prêts à travailler là-dessus. À nous maintenant, et nous, MEDEF en tous les cas, on va s'y atteler, puisqu'on a une commission au MEDEF national sur ce sujet-là, pour accompagner les petites et moyennes entreprises et les aider à franchir ces étapes-là. Voilà ce que je voulais globalement vous dire
sur la vision du MEDEF quant à ce changement. Merci beaucoup, Monsieur Weissmann, et vous faites bien de vraiment insister sur l'enjeu plus pour les petites, les moyennes entreprises, PMI aussi, parce que effectivement, c'est ce que nous voyons. C'est souvent quand on a plus de moyens ou un peu plus de ressources, c'est plus facile aussi de prendre du temps, de recruter des personnes qui travaillent justement sur l'anticipation des enjeux environnementaux. Et nous sommes en présence de Bernard Cohen-Haddad, président du CPME Île-de-France. Donc je vais me permettre de lui donner la parole tout de suite pour à la fois réagir, mais aussi présenter comment lui et la CPME, vous interprétez ces défis de changement climatique. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Merci, Monsieur le Vice-président, aussi d'être là pour rappeler que une entreprise et une région plus verte, ça fait partie de la façon dont nous, les Franciliens, nous avons envie d'avoir une région plus agréable et qu'on veut mieux vivre dans notre entreprise comme on veut mieux vivre dans la région. Je crois que ça fait partie aujourd'hui d'une demande des entrepreneurs, mais aussi de leurs collaborateurs, ainsi que ceux qui visitent notre région capitale, même si c'est vrai, il faut le reconnaître, on perd un peu trop de visiteurs en ce moment, mais je ne doute pas que nous allons les récupérer bientôt. Alors moi, j'ai un postulat. Pourquoi pas une économie plus verte? Encore faut-il qu'on ait des entreprises plus responsables. Et tant qu'on n'aura pas pour nous, et je crois qu'on l'a, et mon ami Daniel Weissmann est aussi un fervent militant de la RSE, si on n'a pas des entreprises plus responsables, plus impliquées dans leur territoire, moi ce que j'appelle des entreprises citoyennes, on ne pourra pas avoir d'économie plus verte et donc on ne pourra pas inverser une tendance qui aujourd'hui est pourtant en marche et ça fait partie pour nous des préoccupations, des enjeux et aussi des défis. Et pour cela, c'est un partenariat. Et ce partenariat, on l'a besoin avec la région, avec bien entendu la présidente de région, avec aussi la vice-présidente à l'économie. Et je me permets de vous rappeler que la stratégie régionale pour l'économie circulaire qui a été adoptée il y a quelques mois maintenant va dans ce sens-là. J'en étais rapporteur pour le Césaire et je m'en félicite. On va dans le bon sens. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir ce sentiment que les entreprises ne sont pas uniquement des structures économiques, qu'elles sont aussi des structures citoyennes dans leur territoire et qu'à ce titre, elles apportent beaucoup au monde qui les entoure. Le premier point peut-être, c'est qu'on est tous convaincus, comme j'ai pu le rappeler dans une tribune de l'opinion début janvier, que nous voulons une économie plus verte, plus humaine et plus responsable et donc plus sobre en matière de consommation de ressources. Mais pour cela, il y a un certain nombre de postulats. Et le premier postulat pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de normes supplémentaires, qu'elles soient nationales, européennes, voire régionales, qui viennent contraindre les entreprises. Parce qu'au lieu de contraintes, ce dont on a besoin, et ça a bien été rappelé par M. Verling tout à l'heure, c'est qu'on a besoin prioritairement d'accompagnement. Tous les interlocuteurs viennent de le rappeler. Une TPE-PME ou un indépendant n'est pas un grand groupe, n'est pas un grand groupe qui exporte, n'est pas un grand groupe qui filialise. Et pourtant, nous avons le même besoin, la même attente et la même envie de faire des choses sur le territoire. Donc, on a besoin effectivement d'accompagnement et d'avoir un soutien de la région pour nous accompagner dans les filières du recyclage et du recyclage responsable, y compris pour les traitements de ces batteries de véhicules électriques que nous utilisons ou que nous voulons utiliser de plus en plus pour nous déplacer en Île-de-France, même s'il est parfois difficile de venir dans Paris. Deuxième point de ce souci d'accompagnement, c'est aussi peut-être demain de trouver avec la région une fiscalité plus incitative. On l'a vu, la capacité de la région à travers le soutien notamment et l'effacement de la dette de 37 500 000 euros d'aide à travers le fonds résilience. On a besoin peut-être d'avoir une fiscalité locale plus incitative. Et moi, je me réjouis de la mise en place de ce chèque vert de 1 500 euros pour des TPE-PME. On va dans le bon sens, c'est assez innovant et je m'en réjouis sincèrement. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment que tous ensemble, on soit unis pour mettre le paquet sur l'innovation. Si on ne met pas le paquet sur l'innovation dans les grands groupes et que cette innovation, elle puisse être faite en partenariat avec les TPE-PME et les indépendants du territoire, on n'y arrivera pas. On ne peut pas simplement voir ce qui se fait ailleurs
On a besoin de créer de l'innovation, de créer des zones de réflexion, des labs, des techs, et de mettre ensemble les moyens pour favoriser la recherche et le développement dans toutes les branches. Je dis bien toutes les branches, pas uniquement les branches qui sont déjà propres, y compris, et ça a été bien rappelé tout à l'heure par mon ami Damien Greffin, avec le secteur agricole. Dans ce deuxième paquet, de ce deuxième, j'allais dire, silo, qui me semble aussi vraiment fondamental, on a besoin aussi d'aller vers la formation de nos entrepreneurs et nos collaborateurs. Je ne l'ai pas encore entendu dans les interventions, mais si on ne forme pas nos entrepreneurs et si on ne forme pas nos collaborateurs, il est difficile de répondre à une attente du territoire et donc des consommateurs. Parce que les consommateurs sont devenus des consommateurs et qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas la même chose qu'auparavant. La crise a mis en place un certain nombre de nouveaux réflexes et paradoxalement, on peut s'en féliciter. Enfin, moi je crois que si on veut une économie plus verte et si on veut aussi aller dans ce sens-là, on a besoin de tourner la page de l'écologie punitive. Je le dis de manière très forte. On ne peut pas continuer à nous montrer du doigt et à considérer que les entreprises, c'est le nouveau Satan. Ce n'est pas acceptable et c'est à nous, entrepreneurs, qui créerons de la richesse et donc de l'emploi sur le territoire, d'avoir le courage de le dire. Et je sais qu'avec mes amis du MEDEF, mais aussi de l'UDP, ainsi que de l'économie sociale et solidaire, là-dessus, on est totalement en phase. Et qu'il faudrait en tous les cas, et je sais que c'est fait en grande partie, mais qu'il faut améliorer, que les grandes entreprises qui sont les locomotives puissent entraîner les petites entreprises vers un autre regard sur le monde qui les entoure et la capacité pour elles-mêmes de se transformer, y compris dans les process. Il y a des process, pas tous, que l'on peut dupliquer dans des entreprises. Enfin, dans le cadre de ce partage, de cette économie participative verte sur le territoire, je crois qu'on a besoin, sans aucun doute, de créer des passerelles, non seulement avec les entreprises entre elles, mais aussi avec les autres acteurs du territoire. Je pense aux associations, mais aussi à tout ce qui peut être l'ensemble des groupes de jeunes, les universités. On a vraiment besoin de créer des passerelles entre l'entreprise et les citoyens. Et si on ne respecte pas et on n'arrive pas à cette symbiose, on ne pourra pas aller vers une économie qui sera modifiée. Voilà, j'espère ne pas avoir été un peu long, mais il me semblait important de vous souligner ces trois piliers de l'aggiornamento de nos entreprises au nouveau monde qui nous attend. Je crois que le monde d'après est important dans la mesure où on accepte de valoriser le remue-ménage que nous avons mis en place et sur lequel nous avons travaillé depuis 24 mois. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Cohen-Haddad. Merci. Et je vous en prie, vous n'avez pas été trop long. C'est important de parler aussi de l'incitation des entreprises, des petites et moyennes entreprises, notamment via le levier de la fiscalité, par exemple. On revient en présentiel et on continue ce ping-pong présentiel et visio pour parler avec Éric Marty. Vous êtes Managing Partner à Demeter, Managing Partner à Demeter. Je profite de l'accent américain. Investissement dans la transition écologique, important que nous abordions, et donc je félicite la région d'avoir organisé la table ronde de cette façon. La partie investissement, c'est pas juste une question d'entreprise, évolution des entreprises, mais c'est aussi où on met notre argent. Donc, vous voulez nous parler de ça, Monsieur Marty, et merci d'être avec nous. Merci à la région pour l'organisation de cette journée et pour avoir invité Demeter. Mais au-delà de Demeter, je pense que je vais essayer de porter la parole du monde du private equity, en tout cas les investisseurs en général. Donc quelques mots sur Demeter, parce que je ne suis pas sûr que tous les gens qui assistent à cette journée connaissent notre société. Donc c'est une société qui existe depuis 2015. Donc c'est une société de gestion qui gère des fonds qui investissent dans le domaine de la transition écologique au sens large, transport, mobilité, agriculture également. Et donc nous finançons des entreprises à tout stade de développement, que ce soit des jeunes entreprises innovantes, des start-up, mais également des entreprises en phase de croissance et des projets d'infrastructure. Donc nous investissons des montants qui vont de 500 000 euros à 30, 40 millions d'euros dans un certain nombre de projets, mais avec un point commun, encore une fois, qui sont tous des entreprises ou des projets qui sont orientés transition écologique, environnement, impact. Alors nous vivons de façon tout à fait
positive, si j'ose dire, le changement climatique, hein, l'activité d'une société comme la nôtre et de tous nos collègues, puisque je représente également l'association Climat de France Invest, qui est le syndicat des investisseurs en capital. Et nous avions un rendez-vous hier pour faire le point sur l'année 2021. Et les statistiques sont assez étonnantes. Les montants qui sont investis aujourd'hui par les fonds privés dans la transition écologique sont en très très forte croissance. Je ne révélerai pas les chiffres parce qu'on a prévu de faire une soirée dans les jours qui viennent pour les annoncer. Mais ils sont sur un doublement par rapport à 2020 et on s'était fixé comme objectif collectif d'investir de l'ordre de 5 milliards d'euros en 2030 dans la transition écologique, encore une fois les capitaux privés, et on est bien au-delà de cette trajectoire, et si on continue à ce rythme, je pense qu'on sera sur des chiffres nettement supérieurs à ces 5 milliards. Donc la bonne nouvelle, je pense qu'il faut retenir, c'est que certes, on a entendu au long de toute la journée la mobilisation des acteurs publics, des associations, et dans cette table ronde plutôt orientée économie, c'est important de savoir que les financeurs, les investisseurs sont aussi présents de plus en plus pour soutenir les efforts dans le domaine de la transition écologique. Et encore une fois, pour nous, cette transition écologique, je parlerai de l'adaptation après, parce que je pense que c'est un autre sujet, mais en tout cas, l'adaptation au changement climatique, la transition écologique, c'est un moteur d'innovation, pour reprendre ce que disait M. Cohen tout à l'heure. On a besoin d'innovation, et nous finançons des innovations, des sociétés qui viennent proposer des services, des équipements, des nouveautés, pour faire face à ces challenges multiples qui sont les nôtres dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, pour en revenir encore à la statistique dont je vous parlais tout à l'heure, les thématiques qui ont été les plus financées en 2021, c'est en premier lieu l'économie circulaire. Donc je pense que là, il y a un effort massif qui est en train de faire dans ce domaine-là, et j'espère que l'impact sera bientôt visible au quotidien pour les citoyens. Mais il y a beaucoup de capitaux qui se déploient dans ces thématiques-là pour financer des nouveaux équipements de recyclage de plastique, pour financer de la digitalisation également de la logistique et des circuits pour faire des choses plus efficaces. En premier lieu, deuxième lieu, les énergies renouvelables, bien entendu, qui reste un domaine important. Et en troisième lieu, le transport et la mobilité. Mais là aussi, je crois qu'il y a eu une table ronde dédiée à ça, qui a parlé de ces enjeux. Donc une mobilisation forte des capitaux privés, et nous sommes là et nous avons l'intention de continuer à soutenir les efforts des industriels, des PME, des ETI, des entreprises innovantes pour trouver des solutions pour faire face au changement climatique. Après, pour en revenir plus spécifiquement à l'adaptation, je pense qu'effectivement, quand on questionne des entrepreneurs ou même des gérants de fonds comme nous, aujourd'hui, le sujet n'est pas encore complètement appréhendé correctement par ces acteurs économiques. Oui, je pense qu'il y a peut-être une action particulière à mener côté région, d'ailleurs, sur ce sujet qui serait de sonder, de cartographier, d'interroger les acteurs économiques, un certain nombre de patrons d'entreprises du territoire, dans leur métier, dans leur spécificité, pour savoir comment ils perçoivent ce risque d'adaptation, qui aujourd'hui, encore une fois, à mon avis, n'est pas perçu. Alors c'est vrai qu'on a un excellent réseau électrique grâce à RTE et qui fait que pour l'instant, il me semble qu'on n'a pas eu de blackout en région parisienne et même globalement en France depuis un certain temps. Donc effectivement, tout ça, ça paraît assez hypothétique, voire lointain. Et je pense qu'effectivement, il y a une action un peu à mener là-dessus. Je voulais terminer en citant deux illustrations quand même d'actions concrètes qu'on a menées, nous, dans le domaine de l'adaptation climatique. Il y a une filière, alors ça rejoint un peu le débat qu'il y a eu avant cette table ronde, le débat sur l'agriculture. Alors en l'occurrence, ça ne concerne pas malheureusement l'Île-de-France, ou en tout cas pas encore, avec le changement climatique peut-être un jour. On a monté un fonds dans le domaine de l'adaptation de la filière vitivinicole
qui se préparent des lendemains assez difficiles avec l'augmentation des températures, la prolifération des maladies, la sécheresse, et avec un certain nombre d'acteurs, dont la Caisse des dépôts, enfin la Banque des territoires. Nous avons monté un fonds d'une quarantaine de millions d'euros pour financer des entreprises qui vont proposer à cet écosystème, à ces acteurs de la filière vitivinicole, des solutions pour s'adapter vraiment au changement climatique à venir. Alors c'est essentiellement des services et des innovations technologiques, mais je pense que ça relève de cette volonté de trouver des solutions et de s'adapter à ce que va être demain le métier de viticulteur, avec des pressions diverses et variées sur leur métier. On fait la même chose également dans un autre contexte pour l'industrie, dans une zone qui est plutôt la région Rhône-Alpes, en essayant de travailler encore une fois avec la Caisse des dépôts sur des solutions d'adaptation pour le monde industriel, en essayant de les aider à adopter des pratiques plus durables et à s'adapter aux changements qui viennent en termes de climat. Donc là aussi, voilà 2 exemples concrets d'actions qui sont possibles de mener à l'échelon du territoire, parce qu'encore une fois, autant le changement climatique c'est global, l'adaptation c'est plutôt territorial. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions territoriales, et c'est ce qu'on a fait avec ces 2 fonds dont je viens vous donner un exemple. Voilà, ça sera tout pour mon intervention. Oui, merci, et surtout merci d'avoir été souple, d'avoir repris après la pause technique. Monsieur Gaulin, Vincent Gaulin, vous êtes directeur du département économie à l'IPR. Merci d'être avec nous, d'avoir attendu patiemment. Donc je dirais last et certainement pas least. Comment est-ce que l'adaptation au changement climatique rentre dans votre mission ? Merci. Alors, l'Institut Paris-Région, c'est un des organismes associés du Conseil régional pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. On travaille depuis de nombreuses années justement aux questions de l'adaptation climatique, à la fois de l'Île-de-France dans son ensemble, et également évidemment ce qui concerne le département économie sur le sujet de l'économie. Et je pense que si on se projette à moyen et long terme, il y a un enjeu de ce qu'on appellerait pivoter dans le monde de l'entreprise. Il y a un enjeu de pivoter des business models, mais il y a aussi un enjeu de faire pivoter le modèle de développement économique de l'Île-de-France, que finalement M. Cohen-Haddad appelait économie verte, responsabilité des entreprises, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Moi, j'ai 5 idées en fait qui vont rebondir sur ce que beaucoup d'entre vous ont dit, donc je vais le dire avec mes mots. La première idée, c'est qu'on a bien compris que toutes les entreprises étaient concernées, mais pas tout à fait de la même manière. Parce que tout d'abord, il y a des enjeux micro et des enjeux macro. On a vu beaucoup en fait d'illustrations d'entreprises qui disent, quand c'est pas RTE finalement qui nous dit, mais voilà, moi j'adapte finalement mon process au changement climatique et à ses conséquences. Mais on sait que malheureusement, le changement climatique, ça a provoqué aussi une adaptation macroéconomique de l'économie francilienne. À l'échelle nationale, le chiffre Projet indique que finalement, il y a 800 000 emplois qui vont disparaître dans des entreprises existantes, ou même des entreprises existantes qui vont plus du tout être adaptées aux enjeux de l'économie, on va dire, bas carbone. Et inversement, il y a plus d'1 million d'emplois qui vont être créés dans un certain nombre de secteurs. Et quand on regarde, il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres, et sur lesquels, en effet, il y a des enjeux d'adaptation qui seront certainement beaucoup plus forts. Alors, on peut penser au transport, à l'énergie, tel que c'était évoqué. On peut penser aussi au bâtiment, à l'agriculture qui était évoquée, à la logistique. On peut penser à certaines industries comme l'industrie automobile, l'aéronautique. On peut penser évidemment au tourisme, etc., etc. Mais on a évoqué la finance tout à l'heure, parce qu'évidemment, quand on assure, on a besoin d'une certaine forme de stabilité. Donc, on a vu également que les grandes entreprises, finalement, étaient beaucoup plus en pointe, on va dire là-dessus, sur la compréhension en fait des enjeux d'adaptation et tout simplement aussi de ce qu'est le changement climatique, comment ça agit sur leurs éléments. Puis, évidemment, on a vu que du côté des PME, PMI, c'était un petit peu plus long à se mettre en place. C'est pas pour autant que les grandes entreprises sont spécialement toujours à la pointe sur tout, mais c'est vrai que là-dessus, elles ont quand même beaucoup investi. La deuxième idée, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Île-de-France. Alors nous, on sort d'une étude qui vaut ce qu'elle vaut. On est allé regarder un petit peu des entreprises, on est allé discuter avec un certain nombre de têtes de réseau, etc. Ce qu'on a pu faire remonter, comprendre,
hein, c'est que, et ça fait écho à ce que certains vous ont dit, certains nous ont dit, mais moi, le changement climatique, c'est finalement aujourd'hui beaucoup plus de contraintes, mais aussi des dispositifs d'appui, je ne comprends pas très bien tout ça. Ensuite, ce que les gens comprennent, c'est que le changement climatique, ça nécessite une adaptation aussi de leur approche des marchés, parce qu'il y a des consommateurs aujourd'hui, conso-acteurs, pour reprendre ce que certains ont dit, qui sont de plus en plus actifs et qui challengent les marques, qui challengent les entreprises sur leurs responsabilités sociétales et environnementales, mais aussi sur leur mode de production, etc., que ça soit, je dirais, in situ, mais aussi dans leur chaîne de valeur, que ça soit avant ou après. Et c'est vrai que quand on discute avec les entrepreneurs, on sent bien que la sensibilisation ou l'acculturation est très différente. C'est ce que disait Madame Jacquemart. En fait, on voit bien que finalement, du côté des PME, PMI, même en Ile-de-France, on pourrait dire ça comme ça reste quand même un petit peu compliqué à comprendre. Tout le monde est sensibilisé maintenant, on comprend qu'il y a un enjeu lié au climat. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise? Qu'est-ce que c'est que l'atténuation, l'adaptation, etc. C'est pas toujours très simple. C'est souvent le choc, l'inondation qui résume bien les choses, ou un coup de chaleur qui finalement se dit oh là, mince, ça change, il faut que je fasse quelque chose. Mais ça reste quand même nébuleux sur ce que peut faire l'entreprise. Et si on regarde une étude quand même qui a été faite par BPI avec Tenaxia en 2020, quand vous regardez les entreprises qui ont en fait des reportings extra-financiers, en fait 80% d'entre elles disent moi il y a un enjeu quand même du changement climatique et c'est un vrai risque sur mon business model. Mais en fait quand vous dites alors du coup vous faites quoi? D'entreprises qui ont des reporting extra-financiers, donc on est quand même sur des grosses boîtes. Souvent, il n'y a que la moitié d'entre elles qui dit on s'est donné des objectifs quand même de réduction de nos émissions, de travailler à l'adaptation de notre business model, etc. Donc, on voit bien que toutes les entreprises sont concernées, toutes sont sensibilisées aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire sur comment je fais pour m'adapter, etc. Et c'est vrai que ça renvoie à ma troisième idée, c'est que finalement, ça reste un sujet quand même assez compliqué, parce que quand vous discutez avec des spécialistes, notamment du changement climatique, quand vous parle de neutralité carbone, quand vous parle des scopes 1, 2, et puis le scope 3, etc., alors là, tout le monde commence à se paumer là-dedans. Et finalement, tout le monde on ne sait plus de quoi on parle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la littérature scientifique et la vulgarisation scientifique amène quand même à dire qu'il y a un enjeu pour les entreprises dans ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est-à-dire dans leur système, dans leur activité productive. Et là, évidemment, il y a des adaptations à faire, qu'on produise des biens ou des services, mais également des adaptations à faire sur les liens entre ces différents établissements. Mais les gros enjeux, ça se situe en aval et en amont. Et là-dessus, en aval et en amont, c'est pas uniquement sur le territoire francilien, ça va être en France, ça va être en Europe, ça va être à l'international. Et alors là, on est un peu plus flou là-dessus. Or, en fin de compte, si on veut atteindre nos objectifs de réduction des émissions de carbone, je rappelle 5% par an à l'échelle mondiale sur les prochaines années, pour tout simplement être en phase et laisser une planète à peu près viable à celles et ceux qui vont nous suivre, il y a quand même de gros enjeux aussi à faire sur ce qu'on appelle ces scopes 3 qui sont en amont et en aval. Et là, finalement, on commence à être dans des zones beaucoup plus floues dans la compréhension de ces phénomènes-là et dans la compréhension aussi de ce qu'on peut faire, puisqu'on est plus sur son propre territoire. Et pour autant, c'est quand même un enjeu majeur. Quatrième point, par rapport à quelques années, on a pu observer que quand même beaucoup d'outils se sont développés aujourd'hui. La boîte à outils s'est développée. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait quand même beaucoup d'angoisse, y compris dans celles et ceux qui travaillaient sur la question de l'adaptation au changement climatique de l'Île-de-France ou de l'économie francilienne, en disant on n'a pas tellement de solutions. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même de la recherche qui est arrivée, il y a des financements qui sont arrivés, publics, privés, etc., qui ont amené une boîte à outils. Alors, le problème de cette boîte à outils, c'est que tout le monde dit qu'il faut aller vers le high-tech, mais on sait qu'il n'y a pas que le high-tech dans la vie. Il peut y avoir aussi le low-tech. Donc, cette boîte à outils, finalement, elle amène une variété de solutions qui sont disponibles pour agir sur les usages, pour agir sur la mobilité, pour agir sur l'énergie, la production de biens et services, mais aussi sur l'empreinte immobilière et foncière des entreprises. Donc là, il y a un enjeu important et commence à avoir des outils. Ce qui m'amène à la cinquième idée. Une fois qu'on a des outils, est-ce qu'on sait les utiliser? Et bien, on en revient sur ce que beaucoup d'entre vous ont dit, c'est que finalement, il y a un enjeu d'accompagnement. Alors, il y a un enjeu d'abord de sensibilisation et d'acculturation. Madame Jacquemart nous a posé les choses dès le début en disant, bon, là, il y a un petit enjeu là-dessus, c'est-à-dire que grosso modo, on n'est pas du tout en phase avec ce qu'il faudrait faire. C'est ça que ça veut dire, en fait, derrière. Donc, il y a quand même là-dessus une nécessité d'être capable d'aller au-devant des entreprises et d'expliquer un petit peu tout ce que ça veut dire, mais comment on peut les accompagner dans les changements. Et là, en effet, il y a un enjeu d'ingénierie. Ce qui m'amène tout simplement à revisiter le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'informatique est arrivée dans les entreprises, dans notre monde? Il y a
40 ans. Finalement, à un moment, on s'est heurté au même problème. Et on a vu d'ailleurs qu'il a fallu 40 ans pour arriver à continuer toujours à adapter le système productif. C'est pareil. C'est pareil qu'une introduction de l'informatique, ce qu'on est en train de vivre, mais peut-être à une vitesse encore plus accélérée. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? On a finalement mis en place un certain nombre de dispositifs, de moyens d'accompagnement. Et là, quand on discute avec celles et ceux qui aujourd'hui octroient des aides, que ce soit dans le public ou dans le privé, ont des personnels qui sont en charge d'aller dialoguer avec les entreprises, tout le monde vous dit on n'est pas au niveau. Alors, c'est pas qu'on n'est pas au niveau en tant que des personnels, c'est qu'on n'en a pas assez. Et puis, il y a un enjeu d'évolution des compétences. On ne forme pas assez sur l'évolution des métiers de demain, etc., etc. Donc, on a un problème de capacité humaine à adresser le sujet. Il y a un autre point particulier derrière, c'est la capacité financière. Tout à l'heure, on a vu qu'en effet, sur le private equity comme sur les financements publics, il y avait un effort important, parce que tout le monde sent bien que de toute façon, on est dans un monde sur lequel le financement doit être en effet relativement important. N'oublions pas quand même qu'on est une grande région de recherche et que la puissance de R&D d'Île-de-France, la première région de R&D d'Europe, quand même l'Île-de-France, elle pourrait être un peu plus orientée également sur l'adaptation de nos entreprises au changement climatique. Bon, voilà ce que je voulais finalement en quelques 5 idées résumer, c'est qu'on a une grande région économique qui est très tertiaire, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Le tertiaire n'exclut pas je dirais, les enjeux d'adaptation, parce que finalement, quand on regarde les statistiques, on se dit, tiens, finalement, l'Île-de-France, elle est moins émettrice de gaz à effet de serre que les autres, finalement, on est vertueux. En fin de compte, on est une région qui va émettre des gaz à effet de serre dans d'autres lieux, et puis, évidemment, on a aussi des enjeux sur la région à proprement parler dans nos entreprises, et qu'il est nécessaire aujourd'hui, en effet, de faire de l'accompagnement direct des entreprises, et donc de se doter de capacités renforcées dans la capacité à faire cet accompagnement direct auprès des entreprises, que ce soit avec de l'humain, que ce soit avec des financements. Voilà ce que je voulais dire en quelques minutes. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci, Monsieur Gollin, d'être intervenu. Et j'en profite, je remercie tous les intervenants, chers collègues, d'avoir parlé de comment notre économie peut être plus résiliente face au changement climatique, à s'adapter. Je vais laisser Yann Verling conclure cette table ronde et ensuite un mot pour conclure cette journée d'assises régionale de l'adaptation au changement climatique. Merci et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est aussi une résilience de réussir à tenir toute une journée en visioconférence. Enfin, j'imagine qu'il y en a certains qui étaient là à 10h, qui ne sont plus là et qui se sont connectés cet après-midi, mais ce n'est pas notre cas. Nous, on est là depuis ce matin. Donc, très rapidement, parce qu'effectivement, on a dépassé les horaires. Moi, je retiens de cette dernière table ronde sur les enjeux économiques beaucoup de choses qu'on va remettre dans un compte-rendu qui sera diffusé aux participants. Mais la première, c'est que nous aurons besoin, au niveau de la région, vraisemblablement, puisque on est peut-être l'institution qui est la mieux à même de pouvoir réaliser ce travail, avec l'appui évidemment de l'Institut Paris Région, qui est l'organe de la région qui vient de s'exprimer à l'instant, pour identifier les filières sensibles. Ça va être vraiment une priorité. Toutes les filières sont sensibles, mais certaines le seront peut-être plus que d'autres, en tout cas plus rapidement que d'autres. Donc ça, c'est un point qu'il nous faudra réaliser assez rapidement, et puis accompagner ça d'un diagnostic des vulnérabilités de ces différentes filières, et puis identifier, là aussi, on ne pourra pas identifier de manière exhaustive toutes les actions qui doivent être menées. On en a déjà noté un certain nombre en amont de cette table ronde, aujourd'hui durant cette table ronde, mais moi je note effectivement ce qui a été dit, que beaucoup notamment de petites et moyennes entreprises, de très petites entreprises, de commerce, peuvent être dans une situation c'est pas la priorité, et je l'entends tout à fait, et en même temps, le jour où ça arrivera, il faut pas non plus qu'on soit totalement démunis et que en fait on n'ait pas d'autre solution que de fermer le rideau. Donc il faut qu'on soit vraiment, nous les pouvoirs publics et tous les partenaires qui sont
pour certains ici aujourd'hui en capacité d'accompagner l'anticipation le plus possible, à la fois dans des solutions techniques et puis des solutions un peu soft qui sont souvent des choses de bon sens et des investissements légers qu'on peut accompagner, qu'il faut définir, mais qu'il faut qu'on accompagne évidemment. Je pense par exemple que demain, si on ne fait rien comme au Canada, on va tout de suite brancher la clim, alors qu'on peut réfléchir, alors ça demande des investissements plus lourds, mais c'est des investissements collectifs, réfléchir à des réseaux de froid durables. Parce que voilà, on a créé des réseaux de chaud, de chaleur durable, et demain, il faudra créer des réseaux de froid durable. Mais ça, le réseau, c'est évidemment pas à la portée, évidemment, d'un particulier, d'une entreprise, c'est à la portée d'une collectivité, bien évidemment. Je note également la demande forte qui a été identifiée aussi dans d'autres tables rondes, qui est la question de la formation. Là aussi, dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup d'autres secteurs, le réflexe adaptation-changement climatique est évidemment quelque chose, comme vous l'avez dit, qui n'est pas du tout dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, et il faut l'intégrer, mais ça passe par de la formation, ça passe par de la formation aussi de métiers nouveaux de demain, puisqu'il y aura certainement des métiers dans les entreprises qui seront dédiés à l'adaptation à des phénomènes climatiques réguliers, récurrents, qui impliqueront pour les entreprises de pouvoir gérer ces aléas que bien évidemment nous ne pourrons pas éviter. Et puis ça passera évidemment aussi, cette gestion des aléas, à de l'innovation et de la recherche. Je l'ai bien noté, ça me paraît évident. Alors, pour enchaîner sur la journée tout entière et sur ce qu'on peut en retenir à ce stade, d'abord, je veux évidemment remercier chaleureusement tous les intervenants qui depuis ce matin se sont succédés. Je crois qu'il n'est plus avec nous maintenant, bien évidemment, mais le concours et le témoignage de Yann Arthus Bertrand qui nous a fait l'amitié de commencer cette journée, et également le grec qui nous a accompagnés et qui nous a présenté l'état des lieux en début de journée, avec Monsieur Votard et son équipe. Donc je crois qu'on peut vraiment les remercier. J'ai envie de remercier tous les intervenants. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, sinon on va finir à 6h30. Mais c'était très riche et très, très instructif. Et vraiment, je les remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on les sollicitera encore. Je m'excuse par avance de leur dire à toutes et tous qu'on va continuer le travail avec eux pour peaufiner nos réflexions. J'ai envie de remercier également tous mes collègues vice-présidents et élus qui se sont soit connectés, soit qui ont animé des tables rondes. Et puis, bien évidemment, les participants qui ont courageusement, pour ceux qui sont encore là, tenus jusqu'à maintenant. Et puis, un grand merci aux services que vous ne voyez pas, qui ont été les chevilles ouvrières de la construction de cette journée et qui, depuis des mois, et vont encore pendant des mois travailler sur cette question du changement, de l'adaptation au changement climatique. Le maître mot, c'est évidemment l'urgence de passer à l'action. Vous l'avez tous dit, on a quand même eu avec nous aujourd'hui toute une série d'intervenants qui savent évidemment qu'il y a urgence à agir, mais la question c'est maintenant de massifier cette capacité de compréhension de l'urgence à l'action pour être plus résilient demain sur d'abord des phénomènes évidemment intenses, les canicules, les inondations, les tempêtes, mais aussi, comme ça l'a été souligné dans certaines tables rondes, des phénomènes qui seront un peu plus moins violents, mais plus insidieux, plus structurels. Je pense aux maladies émergentes, aux pathogènes qui vont frapper un certain nombre de secteurs. Déjà nous-mêmes, je veux dire, on a encore nos masques, c'est bien la preuve. Tiens, d'ailleurs, je vais l'enlever parce que... mais on voit bien que la question du changement climatique peut avoir des répercussions qui vont bien au-delà de ce qu'on peut penser quand je parle des canicules et des tempêtes et des inondations, les gels tardifs, les ravageurs, enfin les ressources de demain, enfin tout ceci sont des phénomènes qui ne sont pas violents mais qui sont beaucoup plus insidieux et plus permanents auxquels il faudra faire face.
et face à ça, évidemment, l'enjeu, c'est évidemment d'être, au-delà des questions d'atténuation, d'être en capacité de répondre à des questions très locales, très précises, d'être en capacité de sortir des généralités et d'identifier les besoins de chacun face à ces aléas de demain. Donc, il faudra entrer vraiment dans le détail. Et ces 5 tables rondes, je ne suis même pas sûr qu'on ait été exhaustif dans les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. On a abordé 5 sujets, peut-être même qu'il y en a d'autres. Je pense à la santé notamment. Je pense à, voilà, il y a d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, mais on voit bien qu'on ne peut pas juste raisonner sur quelques secteurs. Il va falloir être un peu dans un système, puisque beaucoup de choses sont interconnectées, et on doit pouvoir parler de tout cela en même temps. Moi, je retiens à ce stade, sans aller dans le détail des actions qu'on retiendra, puisqu'elles seront très nombreuses, que d'abord, il y a un vrai besoin de connaissances, un besoin de formation, un besoin de communication et de sensibilisation, d'éducation sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Vous avez dit tout à l'heure que pour certaines petites et moyennes entreprises, ce n'était pas l'urgence, mais à vrai dire, il n'y a pas que les petites et moyennes entreprises pour qui ce n'est pas l'urgence. C'est pour énormément de franciliens que ça n'est pas l'urgence. Et la seule chose qui est dans notre tête, c'est qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation où ça nous tombe dessus du jour au lendemain, parce qu'un phénomène climatique majeur, ça arrive du jour au lendemain. Et là, il est souvent trop tard et on agit dans l'urgence. Et c'est ce qu'on veut éviter, évidemment, en étant dans une logique d'adaptation. Donc voilà, c'est vraiment cette question de la connaissance, de la formation, de la communication, c'est ça qui doit nous inviter à anticiper et ne pas attendre que ça nous tombe dessus du jour au lendemain. C'est de travailler en transversalité, c'est de casser les silos, on l'a dit tout au long de la journée, je retiens bien ce message aujourd'hui, et c'est de travailler en co-bénéfice sur, à la fois quand on fait une mesure d'adaptation, on doit pouvoir répondre aussi à d'autres sujets, à d'autres spécificités. On pense notamment à la biodiversité, comme on l'a dit dans la première table ronde, mais il y a certainement bien d'autres exemples qui feraient co-bénéfice. Voilà, alors moi je vous invite encore pour finir je redis ce que Henri Landres a dit, c'est que vous pouvez tous nous faire encore part de vos idées à une adresse mail qui est assise au pluriel climat@île-de-france.fr. La région restera l'ensemblier de cette réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Nous allons de notre côté adopter évidemment un plan régional d'adaptation au changement climatique dans quelques mois qui sera inspiré de tous nos travaux. Mais j'insiste sur le fait que quand je dis qu'on est ensemblier, c'est qu'on veut réussir à bâtir une stratégie régionale d'adaptation au changement climatique qui porte sur la collectivité région Île-de-France, mais qui aussi pour l'ensemble de l'Île-de-France, l'ensemble des acteurs de l'Île-de-France. Donc j'espère que ce plan sera partagé, sera également que les acteurs s'approprieront ce plan, se le prendront pour eux-mêmes et qu'on réussira à être, nous, au niveau de la région, l'institution qui va flécher les investissements, flécher les actions à mener, sur qui doit les faire, que ce soit un véritable plan d'action partagé par l'ensemble des acteurs franciliens qui vont évidemment tous être concernés, parce que quand il y a une canicule et quand il y a une inondation, il n'y a pas que la région Île-de-France qui est touchée, il y a juste tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans cette action. Voilà, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut applaudir, oui, ça peut se faire. C'est agréable une fois dans la journée. À très bientôt tout le monde.